Merci Bruno et bonjour à tous ceux qui sont là. Oui, changement climatique, de quoi faut-il avoir vraiment peur? Je crois que la présentation lundi dernier du premier volet du 6e, je crois, rapport du GIEC, du groupe intergouvernemental d'experts du climat, me donne mon introduction, fait l'introduction à ma place, puisque je pense que d'une façon ou d'une autre, vous en avez tous entendu parler. Et si vous êtes là, c'est sans doute que ces questions vous intéressent. Ce qu'on a vu, c'est que, d'une part, et confirmé ce qui était jusque-là hautement probable, mais maintenant, il n'y a plus de doute possible que ces changements, où on dit de plus en plus des dérèglements climatiques, sont dus aux actions humaines, sont donc d'origine humaine. Ce qui se montre aussi, c'est que les effets parlons donc de dérèglements climatiques annoncés, non seulement réchauffement, fonte des glaces, hausse du niveau des mers, pollution, pollution diverses, inondations, sécheresses, événements extrêmes du type cyclone. Tout cela vient plus vite qu'on ne le pensait. En particulier, l'Arctique fond beaucoup plus vite qu'on avait pu le penser. Donc ça vient plus vite, ça vient plus fort et ça vient plus souvent. Donc de ce point de vue-là, le terme de peur, on le comprend. Il y a de quoi s'inquiéter de voir ces événements qui bouleversent, sinon nos vies à nous ici, du moins la vie de millions et de milliards d'habitants sur la planète vont s'accentuer, s'accélérer. Et il y a d'autant plus de quoi s'inquiéter si on regarde en retour ce qui est fait pour lutter contre ces dérèglements climatiques. Eh bien, il y a aussi de quoi s'inquiéter parce que même si depuis la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, adoptée par le sommet de la Terre à Rio en 1992, toutes les parties prenantes à cette convention, et même celles qui n'avaient pas signé, se réunissent tous les ans dans ce qu'on appelle des COP, des conférences des parties. Et si un certain nombre d'accords ont été, des accords successifs ont été adoptés, Kyoto 1997, Paris 2015, avec des réactualisations tous les ans, les effets mesurables, au moins au niveau global, sont assez minces. Les émissions de gaz à effet de serre, quels que soient les engagements pris, les mesures adoptées, continuent à augmenter. Et quand elles diminuent, comme ça a été le cas un petit peu pendant la pandémie, ça n'est pas dû aux mesures, mais à la situation. Et donc, des choses qui s'aggravent d'un côté, des réactions, des actions qui semblent faibles, il y a effectivement de quoi trembler un peu, s'inquiéter un peu. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut penser que tout est foutu, qu'on va nécessairement à un effondrement, comme un certain nombre de gens qui s'intitulent collapsologues, théoriciens, sachants, savants de collapse, c'est-à-dire de l'effondrement, et qui s'appuient comme Raphaël Stevens ou oui, je pourrais vous mettre l'introduction. Comme Raphaël Stevens, Pablo Servigne ou Yves Cochet ou d'autres, est-ce que cette annonce de l'effondrement, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut rationnellement affirmer? J'ai essayé de montrer samedi dernier que le pire n'est pas certain parce que dans des systèmes complexes, on ne peut jamais prévoir nettement ce qui va se passer, ou est-ce que la collapsologie est la mise en forme de nos angoisses, de nos peurs, et qui s'explique très bien par la situation? Autrement dit, peut-on échapper à la fascination de la catastrophe? Peut-on reprendre
non seulement ces esprits, mais voir les choses autrement, de façon à passer de la hantise de l'effondrement aux transitions, à la transition, ou plutôt aux transitions, comme je vais essayer de vous le montrer. Donc je voudrais montrer dans un premier temps que plutôt ce qui caractérise le catastrophisme ou la collapsologie, de se projeter dans un avenir qui en aucun cas ne peut être certain, il vaut mieux commencer par regarder ce qui se passe, hein, et revenir au présent. Et à ce moment-là, on voit que cette projection de l'avenir, dans l'avenir vers une catastrophe unique, vers un effondrement total, synchronique et à tout point du globe, au lieu de trouver ça, on trouve effectivement des catastrophes, mais dans la pluralité. Et que dans un deuxième temps, regarder ce qui se passe, c'est prendre en compte la diversité des situations, non seulement du point de vue de la situation climatique, mais surtout du point de vue de la diversité sociale. Et c'est donc rajouter, disons, aux angoisses, enfin, voir comment les appréhensions de la fin du monde rejoignent les réalités des fins de mois difficiles pour une grande partie des terriens, des habitants humains de la Terre. Et après avoir montré cette importance du social, hein, ce fait que la diversification des impacts du changement ou du dérèglement climatique est inséparable de la situation sociale, je voudrais dans un troisième temps donc montrer que la question politique est décisive. Alors il y a les États, hein, auxquels s'adresse le rapport du GIEC, hein, des experts intergouvernementaux du climat, mais il y a aussi d'autres formes, et en particulier des mobilisations populaires, qui sont un élément essentiel, si on veut, hein, ça sera mon fil conducteur, se déprendre de la fascination de l'effondrement qui menace quand on accumule les chiffres et qu'on se dit ben, ça va mal, ça va de plus en plus mal, ça va aller toujours de plus en plus mal. Comment se déprendre de la fascination de l'effondrement pour envisager plutôt les transitions possibles, et d'ailleurs des transitions qui sont déjà en cours. Donc, premier mouvement, se déprendre de, effectivement, ce qui paraît, on semble aller hein, vers, il y a quantité d'images, hein, que ce soit la voiture qui fonce dans le mur ou le navire qui fonce un Titanic quelconque, hein. Et donc je remets les noms de ceux qui ont essayé de faire théorie de l'effondrement. Et bon, la phrase c'est un écrivain américain hein, qui, dans le New Yorker en 2019, écrit ce qui résume bien, je crois, la conception de l'effondrement. L'apocalypse climatique arrive. Hein, alors l'apocalypse, les grands mots pour dire vraiment la fin du monde. L'apocalypse climatique arrive. Pour nous y préparer, nous devons admettre que nous ne pouvons pas l'empêcher. Eh bien, c'est ce constat ou cet aveu ou cette volonté de dire son impuissance que je voudrais remettre en cause en regardant de plus près, hein, en se déprenant de la projection dans une seule et unique catastrophe et en regardant de plus près ce qu'il y a. Hein. Et à ce moment-là, on va passer de l'effondrement aux catastrophes. Alors vous me direz, bon, si on passe de l'effondrement aux catastrophes, le bénéfice n'est pas énorme, mais si, je crois que c'est de là qu'on peut repartir. Alors je vais partir d'un certain nombre d'exemples. Là aussi, c'est quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler. Hein. On calcule maintenant pour la Terre entière ce qu'on appelle le jour du dépassement, c'est-à-dire le jour où l'ensemble de l'humanité aurait consommé tout ce que la Terre peut reproduire, reconstituer, et que donc on vivrait un peu sur rien d'une certaine façon. Alors, c'est plus ou moins clair hein, ce que on veut dire par avoir dépensé tout ce que la Terre peut reproduire. Ce qui est clair, comme le souligne Bruno Latour, c'est que c'est une façon de nous ramener, comme pour reprendre ces expressions, de la Terre dont nous vivons, c'est-à-dire de tout ce que nous consommons, nos déplacements, nos constructions, tout ce que ça suppose de ressources dépensées, hein, cette terre dont nous vivons, pour revenir à la terre où nous vivons. Et
cette planète, hein, cette Terre qui est nôtre, et donc redécouvrir le monde qui nous entoure, la Terre dont nous sommes les habitants, hein, les terriens, et pas seulement, vous aurez des interventions scientifiques largement après moi, et c'est extrêmement important, mais aussi il faut voir tout ce qui nous attache, à quel point nous sommes finalement affectivement liés à notre environnement. Et c'est là que, si je parlais en commençant de la diversité des émotions, et en particulier de l'angoisse que peut et que provoque tout ce que nous savons sur les dérèglements, et je n'ai encore parlé, parce que c'est le sujet de cet après-midi, du dérèglement climatique, mais le dérèglement climatique doit se comprendre en même temps que d'autres formes de dérèglement, que sont l'érosion de la biodiversité, que sont les montées des pollutions, la diminution des ressources. C'est l'entrelacement de toutes ces difficultés qui fait la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, que ça provoque de l'angoisse pour ce qui vient, c'est sûr, mais les gens qui ont étudié les émotions que provoque la situation ont aussi montré qu'il n'y a pas que ça. Hein. Alors, il y a ce qu'on a appelé d'un mot un peu compliqué. Enfin, quand on le décompose, on trouve solastalgie, hein, c'est-à-dire la douleur qu'on ne peut pas consoler, hein, solas de solare en latin. Donc, cette absence continue de consolation, ce sentiment d'abandon qui est créé par la disparition rapide ou non de l'environnement familier, cette expérience d'une perte qui est celle d'un milieu de vie. Donc il n'y a pas seulement la crainte vis-à-vis de l'avenir, qui est une crainte très humaine, très enfermée dans les humains, qu'est-ce qui va arriver aux humains. Il y a aussi le fait que ce qu'on a appelé longtemps la crise environnementale, c'est aussi la détérioration de notre milieu de vie. Et cette détérioration, elle nous affecte. Hein. Il n'y a pas seulement nos propres émotions et notre souci de nous-mêmes. C'est le monde dans lequel nous vivons, notre milieu de vie qui est affecté. Et on a pu voir comment, par exemple, enfin, il y a eu des enquêtes de fait à Seveso, hein, ce village d'Italie qui avait été particulièrement affecté par la catastrophe arrivée dans une usine d'Hoffmann-la-Roche, hein, qui avait projeté de la dioxine un peu partout. Eh bien, mais on a mis beaucoup de temps, et les habitants de Seveso ont mis beaucoup de temps peut-être à comprendre, mais à faire comprendre aussi que ce n'était pas seulement eux dans leur corps qui étaient atteints par une série de maladies diverses, mais qu'ils étaient atteints dans leur milieu de vie, que le sol de Seveso, c'était quelque chose qui leur était cher, et que donc les autorités qui disaient on va vous transporter ailleurs, ou on va complètement interdire à tout accès, c'était les affecter eux-mêmes. Hein. Donc là, nous étions, mon mari et moi, avant de venir ici, dans la vallée de la Roya, qui a eu, l'année dernière, il y a eu la tempête Alex qui a ravagé énormément. Eh bien, discuter et travailler comme on a fait un moment avec les habitants, c'était voir à quel point ils disaient leur relation à leur milieu de vie, et c'est cette vallée qu'ils aiment, qui est belle et dont ils veulent qu'elle retrouve un état meilleur. Donc, c'est à partir de là, ça permet toute cette enquête sur nos émotions, toute cette attention à ce à quoi nous sommes attachés, permet de ne pas se focaliser sur le seul futur, mais d'enquêter sur le présent. Alors, comme je vous l'ai dit, enquêter sur le présent, c'est quitter l'appréhension de l'effondrement avec un grand E et d'une catastrophe unique pour découvrir la diversité des catastrophes. Hein. Il suffit de regarder les nouvelles en ce moment. Ça brûle en Sibérie, en Turquie, en Grèce, en Algérie, en Californie, en Colombie-Britannique, et j'en oublie certainement. Il y a eu des inondations en Belgique, en Allemagne, il y en a en ce moment en Chine, sécheresse. Bon, donc
la multiplicité des catastrophes, et j'insisterai peut-être sur les incendies, hein, sur ce qu'on appelle les méga-feux, parce que c'est des feux qui échappent à tout contrôle, à ce que ça a de profondément faire exploser tout un milieu de vie. Et donc, simplement, voir la diversité des catastrophes, même dans leur horreur, c'est voir aussi les populations qui sont autour, les luttes qui se font et la diversité des situations. Et donc, cette enquête sur le monde qu'il faut pouvoir faire le plus possible et le plus précisément possible, c'est découvrir ce que nous savions tous, hein, que nous ne vivions pas sur une planète vouée à l'extinction. De toute façon, la Terre, elle s'en tirera, hein, elle restera là. Mais nous vivons sur une Terre abîmée, et abîmée par les actions humaines. Mais aussi, c'est découvrir que beaucoup luttent pour continuer à habiter du mieux possible et donc pour engager une transformation qui rende ou restitue la possibilité d'une habitation durable de la Terre. Et on peut dire que c'est ça qu'on appelle la transition, ou plutôt les transitions, parce que autant de situations, autant de diversité des transitions. Alors, c'est le deuxième point que je voulais développer. Enquêter autour de soi, hein, ne pas se projeter dans un futur qui nous terrifie, mais regarder autour de soi, eh bien, c'est découvrir ce qu'on appelle, hein, l'expression est reconnue, consacrée, ce qu'on appelle les inégalités environnementales. Alors, l'idée est simple à comprendre. Elle est effectivement que nul n'échappe aux effets des dégradations environnementales, je vous dis changement climatique, érosion de la biodiversité, pollution diverse, etc. etc. On les retrouve partout, hein, au sommet de l'Everest comme au fond des océans. Quand on s'est mis à dire qu'il y avait une ère nouvelle qui n'était plus l'Holocène, hein, cette période de 10 ou 13 000 ans qui a vu le développement des civilisations humaines, mais qu'on allait appeler l'Anthropocène, hein, l'ère de l'humanité, pour dire que les actions humaines, leur impact se retrouve partout. Donc, on a bien dit cette omniprésence des traces de l'action humaine et des effets de l'action humaine, mais en même temps, tous les habitants, j'en reste aux humains, mais on pourrait tenir compte aussi des non-humains, tous les habitants de la Terre, tous les terriens, ne sont pas affectés également. Et pour aller vite, ce sont les plus pauvres, les plus vulnérables et les moins résilients qui sont les plus affectés. Et ça vaut de différentes façons et à différentes échelles. Ça vaut entre les pays. Alors, c'est de moins en moins vrai, mais disons que les zones qui ont été touchées les premières par les inondations, l'élévation du niveau de la mer, c'est les zones tropicales et plus particulièrement les deltas avec des plaines inondables. Mais c'est vrai aussi à l'intérieur d'un pays, et un exemple classique d'inégalité environnementale, c'est l'ouragan Katrina qui a frappé la Nouvelle-Orléans en 2005. Mais ceux qui ont été les plus touchés, c'est ceux qui habitaient dans les quartiers les plus inondables de la Nouvelle-Orléans et qui n'ont pas pu partir rapidement. Pourquoi ? Le plan d'évacuation de la Nouvelle-Orléans avait été fait pour des gens avec des voitures. Et que les populations essentiellement afro-américaines ou latino-américaines qui vivaient les plus pauvres, qui vivaient dans les quartiers les plus exposés, ils ont dû attendre qu'on vienne les chercher. Quelquefois, on n'est pas venu les chercher, on est venu les chercher trop tard. Et c'est aussi ceux qui ont mis le plus de temps à retrouver un mode d'habitation à peu près normal. Alors, c'est vrai, Katrina, je viens de citer un événement naturel, donc cyclone, sécheresse, etc. Bon, les tremblements de terre, l'impact humain, mais il y en a, et la même chose, hein, ça affecte plus durement les plus vulnérables et les moins résilients, mais c'est vrai aussi pour la vie quotidienne, hein, ça a été calculé par
par les économistes qui calculent très volontiers. Suivant, en gros, suivant l'origine ethnique, comme on dit, et sociale, les quartiers, là aussi, les plus pauvres sont ceux qui sont habités, enfin les plus vulnérables sont ceux qui sont habités par souvent des populations d'origine étrangère. Le pourcentage de possibilités que des déchets soient déposés près d'un quartier et monte avec l'origine ethnique des populations. Et donc, comme je disais, c'est vrai aussi bien pour des catastrophes qui restent principalement naturelles que comme pour celles qui sont directement des risques industriels directs. Alors, autrement dit, c'est là ce que j'avais annoncé dans mon titre, on voit à quel point, quand on voit à quel point les populations les plus pauvres, les plus vulnérables, les moins résilientes sont déjà frappées par les dérèglements climatiques, on voit à quel point ça a quelque chose finalement de gênant, de voir prédire une catastrophe à venir quand tant de gens vivent déjà en conditions de catastrophe et où ont leurs conditions de vie extrêmement atteintes par l'aggravation de la situation environnementale. Donc je crois que ce qu'on peut, et c'est là que je disais donc, ce que finalement les moins pauvres et les moins vulnérables appréhendent comme une fin du monde à venir, certains le vivent directement dans des fins de mois impossibles. Je fais allusion ici bien sûr au mouvement des Gilets jaunes, mais vous voyez qu'il n'y a aucune raison d'opposer les problèmes sociaux et les problèmes environnementaux. Ils sont complètement intriqués et je pense que c'est une caractéristique extrêmement importante de la situation environnementale. Pourquoi ce lien du social et de l'environnemental est-il important ? C'est d'une part, et c'est ce que j'ai dit jusque-là, c'est que les dégradations écologiques aggravent les inégalités sociales, puisque les populations qui étaient déjà dans une situation sociale difficile, pauvreté, origine ethnique, vulnérabilité générale, se trouvent dans des positions encore plus difficiles du fait soit de dégradation environnementale lente, celle qu'apportent les pollutions, soit de catastrophes beaucoup plus brutales. Alors on l'a vu ça aussi sur le fait que la question environnementale a tendance, si on n'y prend pas attention, à dégrader la situation sociale. C'est ce qu'on a appelé la précarité énergétique, quand on se trouve en situation de choisir entre se chauffer et se nourrir, on ne peut pas mettre les deux convenablement à la fois, et un certain nombre de mairies ont pris en charge ce genre de situation. Mais l'inverse est vrai, on peut dire que plus fortes sont les inégalités sociales, plus il est difficile d'engager une transition. Pourquoi ? Parce que des sociétés, et d'une certaine façon on l'a vu avec les Gilets jaunes, que des sociétés divisées le sont aussi sur les questions environnementales. Quand certains en tirent parti, je pense que vous avez été très contents d'apprendre que les rémunérations des présidents des directeurs généraux étaient enfin en train d'augmenter à nouveau, à la suite de la pandémie. Donc il y en a qui en tirent profit. Pfizer, merci, ça va très bien. Certains en tirent parti quand d'autres en souffrent. Quand là, on a vu les problèmes, la précarité dans laquelle la pandémie a mis les populations les plus pauvres. Et puis aussi, il faut en parler, c'est que les plus riches ont tendance à faire peser sur les plus pauvres le fardeau environnemental. La taxe carbone, c'est pour ceux qui sont obligés de se déplacer en voiture. On ne taxe pas le kérosène des avions, pour aller de façon un peu schématique, mais ça n'est pas que schématique. Donc, à partir de là, d'ailleurs, on peut dire que parler du changement climatique, parler de l'humanité, oui, le changement climatique atteint l'humanité dans son ensemble, mais elle l'atteint inégalement.
Ce qui a fait qu'à l'appellation d'anthropocène, un certain nombre d'historiens ont dit attention, hein, pas l'humanité entière qui est responsable. C'est un certain mode de production, ce sont certains rapports de pouvoir, ce sont certains rapports économiques. Parlons de capitalocène plutôt que d'anthropocène, les choses seront plus claires. Et c'est pourquoi ces inégalités environnementales ne sont pas seulement des inégalités, des différences, ce sont des injustices, d'une part parce qu'elles créent des situations de domination ou d'oppression, et d'autre part parce que, si on veut résumer cette situation, on peut dire que ce qui la caractérise, c'est que ceux qui souffrent le plus de la dégradation de la situation environnementale, des dérèglements climatiques, ce sont ceux qui y ont le moins contribué. Hein. Puisque les inégalités, ce n'est pas seulement des inégalités d'impact, mais aussi des inégalités de contribution. Donc il y a une injustice qu'on peut dire double. Hein. Non seulement ils sont les plus pauvres, mais ils y sont pour le moins, hein, ils ont le moins contribué à la crise en cours. Troisième point, et à quoi ça amène? Bon, quelles que soient les défaillances des États, et elles sont nombreuses, hein, et on l'a vu, et j'y reviendrai tout à l'heure, en France, à propos de la politique gouvernementale sur le climat. On l'a vu aussi dans la pandémie, l'État, ce n'est pas forcément toujours bien conduit, nous, le gouvernement, ni les institutions publiques, mais on en a besoin. On a besoin d'hôpitaux, on a besoin d'enseignement, on a besoin de services publics. Donc, et sur les questions climatiques, à qui s'adressent hein, les rédacteurs des rapports du GIEC? Ils s'adressent aux États. Hein, c'est les États qui vont se réunir en Écosse en automne pour la COP26, hein, la 26e conférence des parties. Deuxièmement, les États, tout défaillants qu'ils puissent être, sont quand même solidement implantés et si on essaie de les secouer, ils résistent. Autrement dit, contrairement à ce que disent beaucoup de théoriciens collapsologues, que l'effondrement, c'est la grande catastrophe qui va faire tomber les États, on pourrait dire exactement le contraire, et on pourrait prendre l'exemple du Liban. Hein, voilà un pays en situation d'effondrement pour des raisons politiques. Autrement dit, la faiblesse des États, la défaillance des États expose à l'environnement, à l'effondrement. Ce n'est pas l'effondrement qui entraîne la faiblesse des États. Des États en relativement bon fonctionnement sont plutôt une garantie contre les effondrements. Donc, de ce point de vue-là, je vous dis, des États défaillants qui ont supprimé des postes dans les hôpitaux, qui ne prennent pas les mesures qu'il faudrait contre le changement climatique, qui autorisent l'emploi de phytosanitaires qui avaient été interdits, ces États, ils ont besoin d'être contrôlés. Et de ce point de vue-là, on peut dire l'importance, alors ça demanderait plus de temps que je n'en ai pour le développer, mais disons de l'accord de Kyoto hein, sur le changement climatique en 1997, qui était un accord qu'on peut dire top-down, c'est-à-dire qui posait des mesures qui étaient ensuite imposées vers le bas. On est passé avec la conférence du Bourget et les accords de Paris en 2015 à ce qu'on peut dire des accords bottom-up, c'est-à-dire c'est les différents pays qui prennent leurs engagements et qui s'engagent à les tenir. Alors on peut dire, personne ne tient jamais ses engagements, les engagements n'engagent que ceux qui y croient, etc., etc. Oui, mais qu'est-ce que ça a permis, cet accord, ces accords de Paris en 2015? Ça a donné la possibilité aux sociétés civiles d'attaquer leurs États pour non-respect de leurs engagements. Donc ça a donné une force d'intervention aux sociétés civiles. On l'a vu en France avec notre affaire à tous où l'État a été condamné. Et plus récemment, hein, le Conseil d'État a enjoint à l'État français une astreinte, je crois, de payer une astreinte de 10 millions d'euros, pour non-respect de ses engagements.
lutte insuffisante contre les pollutions, et le recours avait été engagé au départ par une association, les Amis de la Terre. Donc, ce qui est important de voir, et ce qui nous fait passer au point suivant, c'est à quel point la mobilisation de vous, de nous, de tous, et ça peut expliquer le café Astro qui suivra, à quel point chacun de nous, et chacun de nous encore plus collectivement, peut obliger les États, qui ne font pas grand-chose, à respecter leurs engagements et à prendre des mesures. Or, si on regarde du côté, là je parle de la dimension judiciaire, et du fait qu'il y a des actions collectives juridiques pour obliger les États à agir, mais il y a aussi la possibilité d'agir soi-même. Et si on regarde là aussi, si on suit le conseil que je formulais au début, de regarder ce qui se passe, eh bien, on se rend compte que partout dans le monde, il y a des formes de lutte qui peuvent être pacifiques, qui peuvent être violentes, et qui se traduisent particulièrement ces derniers temps en Amérique du Sud, souvent par des meurtres, des militants environnementaux qui sont assassinés, mais et qui peuvent être des luttes politiques contre l'extractivisme, qui peuvent être des luttes ou des mobilisations de changement de façon de faire. Je parlais permaculture, jardin partagé. Donc il y a un grand éventail, un énorme éventail de mobilisations diverses, mais je dirais c'est là que ça change. Et il y a un économiste catalan, Joan Martínez-Alier, qui est à l'Université autonome de Barcelone, sur un programme européen d'ailleurs, il fait un inventaire de toutes ces luttes dans des formes très très diverses, qui sont des luttes pour la défense du milieu de vie. Et cet atlas, et vous pouvez aller voir sur Internet, cet atlas de justice environnementale quadrille, recouvre l'ensemble du monde pour montrer la diversité des luttes par lesquelles des groupes de population prennent en main et luttent, soit pour défendre leur milieu de vie. Alors, en Amérique du Sud, c'est pas seulement la destruction de la forêt, c'est aussi beaucoup la privatisation de l'eau, l'extractivisme en général, mais sous des formes extrêmement diverses, et qui, je vous dis, l'atlas de justice environnementale que dresse Joan Martínez-Alier et les gens qui travaillent avec lui, j'ai pas pris les chiffres là, j'ai eu tort, répertorie des luttes dans le monde entier. Donc si je dis ça, c'est pas pour opposer le local au global, mais c'est pour dire, finalement, le global ne se saisit, ce changement climatique qui affecte la Terre entière, il ne se saisit que dans la diversité d'actions locales, qui ne sont pas forcément sur de tout petits points, qui peuvent être sur des régions entières, sinon sur des pays, et qui sont interconnectées les unes aux autres. Et donc, pour terminer, et pour un peu résumer et présenter ce que je veux dire, je vous présente là le catalogue d'une exposition qui se tient actuellement au 104 à Paris et qui a été mise en œuvre par un géographe de Lyon, Michel Lusseau, et par un architecte urbaniste parisien, Nicolas Delon. Et alors, là, vous avez le côté jaune. Si vous retournez le catalogue, vous avez un côté noir, parce que énergie, désespoir, avec dans l'entre-deux une série de textes, il montre à la fois ce qui provoque nos désespoirs et ce qui motive nos énergies, ce qui est un peu le mouvement que j'ai essayé de suivre. Alors on peut trouver des choses qui sont, finalement, on peut se dire, c'est la face jaune et la face noire, c'est le verre à moitié plein et c'est le verre à moitié vide. Par exemple, dans les raisons, dans l'énergie, le catalogue cite la conférence des citoyens sur le climat, les 149 propositions qui allient
dans l'esprit de ce que je vous ai présenté, des objectifs de justice sociale et des objectifs de réduction des émissions à gaz à effet de serre. Et puis, côté noir, vous trouvez le fait que de ces 149 propositions, le président Macron avait promis d'en retenir, il faut que je retrouve le chiffre, 146, et puis finalement, il n'y en a que 15. Alors, vous vous dites, alors c'est de quel côté? C'est de ce côté-ci ou c'est de ce côté-là? Ce qui fait que la balance n'est pas égale, que ce n'est pas un verre à moitié plein, à moitié vide, c'est ce qu'on découvre d'une part que ce qui est du côté des désespoirs, c'est saisi au niveau global, c'est des grands chiffres globaux, et ce qui est du côté des énergies, c'est ce qui est au contraire saisi beaucoup plus au niveau local, c'est des initiatives locales de toutes sortes, comme je vous en ai, et que dans ces initiatives locales, on découvre aussi la force du collectif, la force d'agir ensemble. Et puis l'autre raison qui fait que ça peut basculer du côté de l'énergie, c'est qu'il n'y a pas d'un côté désespoir des phénomènes naturels, de l'autre côté énergie des phénomènes politiques, c'est que c'est complètement imbriqué. Que dans le côté énergie, par exemple, ou disons dans le côté désespoir, on dira, on a la chance d'avoir Christophe Cassou qui va parler de ces choses beaucoup plus savamment que moi, mais sur la façon dont la fonte des sols gelés double la quantité des gaz à effet de serre. Et puis, mais dans les désespoirs, il y a aussi jamais on a construit autant de murs dans le monde. Donc il y a à la fois de l'environnemental et du politique, et de la même façon, du côté des espoirs, il y a à la fois des expériences, nous cultivons des micro-organismes pour améliorer le sol et régénérer les sols agricoles, mais il y a aussi, nous ouvrons un restaurant solidaire dans un ancien McDo, dans un quartier nord de Marseille. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'un côté un mouvement naturel contre lequel la faible résistance humaine n'arriverait à rien faire. Il y a un entrelacement de mouvements naturels et de mouvements sociaux. C'est ça l'anthropocène. C'est pas les hommes partout, c'est l'impossibilité de distinguer et la possibilité, mais aussi l'idée qu'on regagne de l'énergie dans cet entrelacement et qui a donc, on parle souvent de levier, mais qui a des possibilités d'action. Donc pour terminer, passer du désespoir à l'énergie, je dirais, c'est passer de quoi peut-on vraiment avoir peur, et dans cette globalité, à qui et à quoi pouvons-nous faire confiance. Et de ce point de vue-là, je crois que ceux qui vont me succéder auront certainement des choses plus précises et concrètes que moi à dire. Je veux dire simplement, il n'y aura pas de transition sans un mouvement social important et des interventions politiques qui sont décisives. Voilà, merci.